Connaissez-vous le point commun entre le sportif le plus populaire du lycée, un trafic de médicaments et une petite annonce sur Internet ? C'est ce que je vous raconte tout de suite dans ce nouvel épisode du podcast Haut les mains. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode du podcast Haut les mains, le podcast qui vous raconte les braquages les plus célèbres et les casses les plus rocambolesques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes braquages préférés. C'est pas tant pour le montant du butin ou pour le côté spectaculaire de celui-ci que pour la personnalité de son auteur. En effet, on va parler de quelqu'un qui était l'élève le plus populaire du lycée, destiné à une carrière de sportif professionnel et qui malheureusement a connu une descente aux enfers qui va le contraindre à réaliser un braquage haut en couleur. Aujourd'hui, on parle d'Anthony Curcio et du braquage à la petite annonce. Anthony Curcio est né le 1er septembre 1980 à Monroe, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Ses parents possédaient une entreprise d'aménagement paysager et il a connu une enfance somme toute classique. Au lycée de Monroe, il était populaire et sportif, à la fois capitaine de l'équipe de basketball et de football américain, et cliché de série américaine, il était en couple avec une cheerleader. Après le lycée, il part pour l'université de l'Idaho et joue au football là-bas en tant que wide receiver, poste qui requiert de pouvoir courir vite et de semer ses adversaires, deux qualités qui seront nécessaires le jour du braquage. Malheureusement, à peine arrivé, il se blesse à l'entraînement, rupture des ligaments croisés, ce qui met fin à ses perspectives de carrière de footballeur américain professionnel. Et c'est là pour lui le début de la descente aux enfers. En effet, il devient accro à un médicament contre la douleur, la Vicodin. Il en devient tellement dépendant qu'il va même une fois jusqu'à se blesser volontairement en shootant à répétition dans une table pour se voir prescrire d'autres doses. Il fait ensuite un passage en centre de désintoxication et, supposément guéri de son addiction, il fonde parallèlement à ses études une société de vente de tables, de matériel et d'équipements de casino qui s'intitule Tony's Gambling. Après quelques mois dans son entreprise, la Washington Gambling State Commission, qui régule tout ce qui touche au jeu d'argent, fait fermer la société Tony's Gambling au motif qu'il ne possédait pas les agréments pour vendre du matériel de jeu d'argent. Cela fait suite apparemment à la dénonciation et à l'influence d'un casino local qui voyait en Anthony Curcio un concurrent sérieux. Curcio va alors avoir l'idée, avec quelques complices, de cambrioler les bureaux du casino qui l'ont dénoncé et d'y voler le matériel informatique, les dossiers, et sans autre objectif en fait que de se venger pour la dénonciation. Sans revenus, mais souhaitant quand même garder la tête haute vis-à-vis de sa famille, Anthony Curcio commence alors à faire de fausses ordonnances d'antidouleurs pour les revendre au marché noir. En fait, il va carrément faire un trafic de Vicodin. En 2004, il obtient finalement son diplôme en sciences sociales et commerce de l'Université de l'État de Washington. Il continue sa double vie, côté face en se mariant avec sa copine du lycée, la cheerleader, avec qui il aura 2 filles, et en se lançant dans l'investissement immobilier via une société qu'il crée de toutes pièces, et côté pile en continuant sa carrière criminelle de trafic de Vicodin. Parallèlement à ce trafic, Curcio étend son expérience criminelle en participant à divers cambriolages, diverses escroqueries en tout genre. Il devient aussi prêteur sur gage non officiel et il va même jusqu'à créer un réseau élaboré de contrefaçon d'objets de collection liés au sport. Des fausses cartes de baseball, des faux maillots dédicacés, des fausses balles de baseball et de football américain collector. En fait, entre 2004 et 2008, Curcio aura continué en secret ses addictions, puisqu'en plus de la Vicodin, il deviendra également accro à l'alcool, à la cocaïne, ainsi qu'aux anxiolytiques. Il fera plusieurs allers-retours en cure de désintoxication, visiblement sans succès puisqu'il ira jusqu'à dépenser pas moins de 15 000 $ par mois en drogue, médicaments et alcool en tout genre, obtenus évidemment grâce à ses fausses ordonnances et à son trafic. Puis arrive la crise financière de 2008 qui va ruiner Curcio puisque son affaire d'investissement immobilier va faire faillite. Et c'est là, ruiné, accro à un cocktail de médicaments, de cocaïne et d'alcool, qu'il va se dire « Tiens, est-ce que ça serait pas le moment de faire un braquage pour pouvoir me renflouer ?» Grand amateur de films policiers et sûrement inspiré par le film L'affaire Thomas Crown, c'est en revenant d'un entraînement qu'il a donné au lycée de Monroe qu'il va avoir l'idée de son braquage. En pause déjeuner sur le parking de la Bank of America de Monroe, à moins de 5 km de son ancien lycée, c'est en observant un transfert de fonds de la société Brinks qu'il va imaginer ce qui pourrait être un remède à ses soucis financiers.
Curcio va rester pendant des mois entiers en planque devant la banque pour observer les transferts de fonds en se cachant le visage à l'aide de cire. Pendant presque 8 mois, il va dresser des plans des environs de la banque, l'emplacement de chaque caméra extérieure, les horaires de transfert de fonds. Il va estimer les montants des billets de chaque transfert. Il va étudier les camions de la Brinks pour repérer l'angle mort du conducteur. Bref, il va faire une vraie étude du braquage, ce qui deviendra pour lui une véritable obsession. Il passera ses journées entières à établir ses plans et ses nuits à les modifier. On peut même dire que ce braquage s'ajoutera à la longue liste d'addictions dont souffre Anthony Curcio. Pour préparer son plan, il envisagera sans succès de s'enfuir par le ruisseau Woods Creek, qui est adjacent à la banque. Il fait d'abord plusieurs essais en louant un jet ski, mais sans succès, le ruisseau n'étant pas assez profond. Il tente quand même de creuser lui-même le ruisseau pour augmenter la profondeur, mais c'est un échec. Le jet ski s'enlisait dans le fond du ruisseau à chaque fois. Il faut imaginer que plusieurs fois par semaine, Curcio s'entraînait en courant depuis le parking de la banque, en sautant sur son jet ski et en partant sur la rivière. Pour pallier à ce problème et souhaitant vraiment s'enfuir par la rivière, Curcio a alors une idée brillante, celle d'utiliser une grande chambre à air comme bouée flottante, ce qui lui permet de remonter le ruisseau sur pas loin de 200 mètres à l'aide d'un système de câbles et de poulies qu'il fabrique lui-même et qu'il installe tout le long du ruisseau. Comme Curcio ne veut pas utiliser d'armes à feu et qu'il ne souhaite pas non plus blesser gravement les convoyeurs de fonds, il opte pour l'utilisation d'une bombe au poivre. Il a déclaré dans une interview à ce propos qu'il fallait absolument que l'un des gardes lâche le sac d'argent pour qu'il puisse le prendre et l'enfuir, sans pour autant que ce garde dégaine son arme. La bombe lacrymo était alors le seul moyen d'obtenir ce résultat, puisque moins violent qu'une arme à feu, tout en ayant un effet de surprise. Et, pour être sûr que la bombe lacrymo n'était pas trop dangereuse pour les gardes, il l'essaye directement sur lui. Curcio souhaite faire une répétition générale du braquage avant celui-ci, et il décide un jour de simuler le casse en se déguisant comme il le serait le jour J. Mais, nerveux, au dernier moment, il décide d'annuler, et il jette son déguisement et son talkie-walkie dans une poubelle pas loin de la banque. C'est un détail qui aura son importance plus tard, vous le verrez. Enfin, en guise de dernier préparatif, et c'est sûrement l'idée la plus brillante de ce braquage, il poste une petite annonce sur Craigslist. C'est un site américain de petites annonces, une sorte de Le Bon Coin. L'annonce indiquait « Ouvrier avec de l'expérience en aménagement paysager recherché pour un emploi à Monroe » et proposait un salaire de $28 par heure de travail. Les candidats qui répondaient à l'annonce recevaient alors un email leur indiquant de venir à 11h du matin le 30 septembre 2008 près du parking de la Bank of America. L'email indiquait également aux candidats de venir habillés d'un jean, d'un t-shirt bleu, d'une casquette bleue, d'un gilet réfléchissant et de porter une paire de lunettes de protection et un masque de peintre. C'est ce détail qui a donné son nom à ce que je vais vous raconter dans un instant comme étant le braquage Craigslist. Ce 30 septembre 2008, à 11h précises, une quinzaine d'hommes attendent sur le parking près de la Bank of America de Monroe, tous habillés de la même façon. Ils attendent celui ou celle qui est censé leur donner du travail, et ils ne comprennent pas pourquoi il n'est pas arrivé encore. En effet, Anthony Curcio a revêtu le même déguisement des ouvriers, et il attend avec eux à l'écart. À la même heure, un camion de la Brinks se gare devant la banque, et l'un des deux convoyeurs de fonds commence ses allers-retours entre le camion et l'entrée, en portant des sacs remplis de billets. À 11h04 précisément, Curcio se détache du groupe d'ouvriers et court à toute vitesse vers le garde. Il l'asperge à l'aide de la bombe lacrymogène pour le neutraliser. Il s'empare de 2 sacs qui contiennent en tout $400 000 et il s'enfuit très rapidement, aussi rapidement que sur un terrain de football américain, vers le ruisseau à 90 mètres de là. Une fois arrivé, il monte dans la bouée qu'il avait planquée auparavant et il voyage à la force de ses bras sur les 200 mètres de câbles et de poulies qu'il a placés là pour s'enfuir. C'est ensuite là, loin du lieu du crime et surtout loin des regards de témoins gênants, qu'un complice l'attend en voiture. Curcio se défait de son déguisement qui était attaché avec du velcro et il s'enfuit finalement dans la voiture du complice avec son butin pour se planquer dans un motel, certain d'avoir réalisé le crime parfait. Entre-temps, la police arrivée à la banque, alertée par les gardes et les témoins, est confuse. Quand ils arrivent, ils sont en présence d'une quinzaine de personnes qui correspondent tous exactement au profil du suspect qui a été donné par les convoyeurs de fonds. L'enquête est compliquée, personne n'a vu le visage du braqueur, et le temps que tous les ouvriers qui attendaient là soient arrêtés puis interrogés, les chances de retrouver celui qui était derrière le braquage deviennent très minces. Parallèlement à l'enquête, le braquage gagne en notoriété dans les médias américains.
En plus de la méthode inhabituelle de la petite annonce de la bouée et des poulies, c'est le fait que la Bank of America soit visée qui a provoqué ce soudain gain d'intérêt pour un braquage finalement très local. En effet, la Bank of America faisait partie, en pleine crise financière où de nombreux Américains ont perdu emploi ou logement, du plan de sauvetage des banques acté par le gouvernement. Pour Curcio, cependant, tout n'était pas rose pour autant. Il avait certes réussi son coup parfait, mais sa femme pressentait que quelque chose n'allait pas avec son mari. Pensant qu'il avait replongé dans ses anciennes addictions, sans pour autant connaître la nouvelle addiction aux préparations du braquage de son mari, elle expulse Curcio hors de la maison. Celui-ci va alors se réfugier avec son butin à Las Vegas, où il déprime, souhaitant revoir sa famille, et où il se fracture le coude et le poignet dans un accident bête alors qu'il était saoul. Pendant ce temps, le FBI qui était chargé de l'enquête fait une énorme percée dans la recherche du mystérieux braqueur aux petites annonces. C'est en effet la grosse erreur de Curcio qui lui coûte le titre de braquage parfait. Vous vous rappelez quand il avait annulé en dernière minute sa répétition générale ? En fait, il avait été repéré ce jour-là alors qu'il récupérait ses affaires qu'il avait larguées dans une poubelle. C'est en effet un SDF qui l'a vu récupérer ses affaires et qui a alors noté la plaque d'immatriculation de la voiture de Curcio en se disant que ce comportement était très suspect. Le FBI avait tellement peu de pistes pour retrouver l'auteur de ce braquage qu'ils se sont fiés au témoignage d'un marginal qui s'est dit que c'était une bonne idée de noter la plaque d'immatriculation de quelqu'un qui venait de fouiller les poubelles. Maintenant que le FBI possède le nom du suspect principal, il ne leur reste qu'à le mettre sous surveillance. Grâce à cette surveillance, le FBI a pu récupérer une bouteille dans laquelle avait bu Anthony Curcio, et ils ont pu comparer l'ADN avec celle d'un masque qu'ils avaient retrouvé sur la berge le jour du braquage. Les deux ADN étaient bien similaires. Le 3 novembre 2008, le FBI procède à l'arrestation d'Anthony Curcio, qui est jugé pour le braquage de la Bank of America. Lors du procès de Curcio, le juge montra peu de clémence et il va même jusqu'à déclarer que, bien qu'il se fasse passer pour le cliché du gentil américain, sous cette image se cache un individu sombre accablé par sa dépendance aux antidouleurs. Tout le long du procès, c'est plus de 100 pages de lettres qui sont envoyées au juge par la famille et les amis d'Anthony Curcio pour attester de sa bonne moralité et pour souligner les difficultés et exprimer l'espoir qu'il sortira de prison en ayant changé. Finalement, le verdict rendu le 26 juillet 2009 est plutôt clément puisque Curcio a rendu la totalité de l'argent qu'il avait volé et qu'aucun garde n'a été blessé sérieusement. Il sera condamné qu'à 6 ans de prison. À la suite de sa condamnation, sa femme Emily écrit une lettre au juge. Le chemin de destruction qu'avait emprunté Anthony n'avait que 2 destinations, la prison ou la mort. Je suis tellement reconnaissante que sa nouvelle maison soit une cellule et non un cercueil. Il sortira finalement de prison le 4 avril 2013. Depuis sa libération, il écrit et dessine des livres pour enfants et il fait également des conférences pour sensibiliser les collégiens, les lycéens et les étudiants. Sans doute pour leur expliquer qu'il ne faut pas prendre de la drogue, qu'il ne faut pas donner dans le trafic pour médicaments, qu'il ne faut pas braquer de banque et, quand bien même il braquerait une banque, qu'il ne faut pas se faire repérer par un sans-abri. C'est ainsi que se conclut cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté l'histoire d'Anthony Curcio et de son braquage aux petites annonces. Si vous voulez m'écrire pour que je vous raconte un braquage en particulier, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux dont les liens sont dans la description, ou bien m'envoyer un mail à l'adresse contact@olemains.net. Encore une fois, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouveau braquage dans Haut les mains.